4e journée au Salon de l'Agriculture. Les visites se poursuivent, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et je suis extrêmement contente, vraiment très contente de recevoir David Lisnard sur ce plateau. Vous êtes le maire de Cannes, mais vous êtes aussi fraîchement, depuis novembre, le président de l'Association des maires de France. Et vous avez, en tant que maire de votre commune de Cannes, et puis pour tous vos confrères maires, la responsabilité de quelque chose de crucial, les cantines scolaires des écoles primaires. Et c'est un sujet vraiment au cœur des politiques agricoles, parce qu'on sait que les cantines vont offrir des débouchés aux agriculteurs, que c'est difficile de faire le lien entre le monde agricole et l'alimentation des enfants, et que les maires sont souvent confrontés à des difficultés pour régler cette question-là et pour faire le lien entre ce qui se passe autour de chez eux et ce que mangent les écoliers. Alors peut-être on va commencer par votre expérience de maire de Cannes, parce que c'est par là que vous avez commencé à aborder ce sujet-là. Comment est-ce qu'on se nourrit quand on est un petit Cannois à l'école pas loin de la Croisette? Alors d'abord, bonjour à vous et merci de votre invitation et félicitations pour cette animation de qualité autour du monde agricole. J'ai été élu maire en 2014, mais j'étais adjoint avant. Mais je suis surtout père de famille. Et mes enfants, sur le primaire, étaient scolarisés à l'école communale, dans mon quartier République. Et comme avec ma femme on travaillait, ils allaient à la cantine scolaire. Et ça a été une des premières décisions que j'ai prises en arrivant. C'est-à-dire, j'ai lancé une nouvelle délégation de service public, j'ai mis un terme à celle qui était en cours. Et sans tenir compte forcément du contexte législatif, on en parlera tout à l'heure parce qu'il a beaucoup changé, mais finalement on a anticipé et on a essayé de mettre en place un service, et comme beaucoup de communes de France, qui répond à des objectifs simples. Le premier objectif, il ne faut jamais l'oublier, on part des familles, c'est la praticité. Alors, on l'avoue pas forcément, mais oui, c'est pratique d'avoir ses gamins à la cantine. Donc la cantine communale, elle doit répondre à cet objectif-là. Le deuxième objectif, la deuxième préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Le prix du repas est assumé en partie par les familles. Je vous dire, à Cannes, c'est 3,20 € le repas, entrée, plat, dessert, que des produits frais 100% fait maison. Pour toutes les familles. Pour toutes les familles. Alors, en revanche, pour les familles les plus nécessiteuses, le CCAS, Centre communal d'action sociale, se substitue à la famille. Et donc, soit le repas est facturé moins cher, soit c'est pas le quotient familial, c'est un autre système, c'est vraiment un système au cas par cas social, soit il est même pris en charge par la collectivité. Donc, 1, praticité, 2, le pouvoir d'achat. Il n'y a pas d'ordre forcément dans le tiercé ou dans le quintet que je vais vous donner. 3, la qualité des produits servis. Et 4, bien sûr, l'apprentissage de la nourriture et de l'alimentation. Donc dès 2014, on a mis ça en place avec donc que des fruits de saison, que des viandes labellisées toutes d'origine française. Alors, le code des marchés ne permet pas de le mettre comme ça, mais on en parlera plus tard, parce que je sais que pour les maires, c'est une grosse préoccupation. En tout cas, c'est le cas. Et donc que de la pêcherie française. Donc on a tout fait maison, y compris les mayonnaises avec des vrais œufs. Alors ça paraît étrange, mais de se poser la question, mais en fait c'est très compliqué. Alors on a une cuisine centrale, on produit à peu près pour nos cantines chaque jour un peu plus de 5000 repas sur la commune de Cannes. Et donc chaque cas de figure est différent, parce que selon la masse de repas que vous faites, vous avez une capacité de discussion, de négociation ou pas. Et puis parallèlement, j'ai essayé de mettre en place, on a réinstallé 5 agriculteurs à Cannes, on en a 7 sur Cannes intramuros, qui n'est pas une ville agricole historiquement. Oui, c'est surprenant. Et donc on est aujourd'hui sur 78 hectares sur la commune de Cannes même. Du maraîchage ? Il y a beaucoup, c'est essentiellement du maraîchage. Il y a un peu d'élevage, du pastoralisme, des moutons. Et puis ensuite il y a des produits très spécifiques comme des graines germées, des choses comme ça qui fonctionnent très bien. La spiruline aussi, qui fonctionne très bien. Et donc là-dessus, d'amener les enfants voir les légumes pousser. Et les fruits poussés, parce qu'on a beaucoup de fruits, et des pêches, notamment des fraises, y compris des fraises hors sol, et donc voir les légumes et comprendre qu'on accorde beaucoup d'importance parfois à un médicament que l'on prend, à ce qu'on se mettra sur la peau, mais ce que l'on ingurgite, c'est ce qui rentre dans le corps, est essentiel. Donc il y a un objectif de lutte contre la malbouffe. On l'avait affirmé tel quel en 2014. Depuis, on a changé de système, on a changé de prestataire aussi, on est en marché public. Ça nous est apparu plus simple, en utilisant notamment les dispositions de l'article 30 du Code des marchés, qui nous permet d'avoir un peu plus de latitude de négociation. Mais c'est un système, alors c'est jamais parfait, mais il faut veiller à la quantité, à la qualité. Et c'est là que beaucoup de mairies sont face à des problèmes, parce qu'il y a une évolution législative très forte ces dernières années, et puis je serai moins long après, rassurez-vous, mais au moins je pose les sujets.
Depuis 2017, on a eu depuis janvier 2017 4 grands textes de loi. Oui. Il y a eu la loi égalité, citoyen et égalité. Il y a eu la loi Egalim, bien sûr, qui a été structurante. C'est deux moutures. L'ordonnance, qu'on oublie souvent, mais du 31 octobre 2019. Et la loi climat et résilience, qui a un certain nombre de bombes à retardement assez lourdes pour les collectivités. Donc voilà, donc ce sont des sujets compliqués, avec en plus une obligation de fait qu'on essaie de nous faire passer pour accueillir les enfants. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État. Or, les mairies veulent simplement garder leur liberté d'action, leur responsabilité. On rend des comptes aux habitants, c'est à eux de juger les services que l'on met en place ou pas. Et on voudrait sortir de ce carcan hyper normatif que l'on affronte. Voilà. C'est ça, à vous écouter parler, on est surpris du gouffre qu'il semble y avoir entre la simplicité de l'acte, manger une assiette de coquillettes avec un petit steak, et tout ce qu'il y a derrière en termes de normes, de contrats, de contraintes administratives, juridiques. Est-ce que votre expérience cannoise, vous en discutez avec les autres maires à l'Association des maires de France? Comment est-ce que les maires vivent cette amplification des lois qui se sont succédées, etc., et qui les obligent à s'adapter énormément? Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Surtout, je pense aux maires des petites communes qui ont des services techniques assez restreints. C'est un sujet difficile dans toutes les communes, quelle que soit la taille. Et alors, quand vous avez une grande commune où vous avez plus de capacité de négociation, vous pouvez faire des économies d'échelle, mais vous êtes souvent très éloigné des producteurs. Quand vous êtes en revanche dans une petite commune, pas toutes, mais vous avez souvent un lien quand même plus facile avec des producteurs locaux. Vous pouvez mettre en place des régies parce que quantitativement c'est moins important. Donc les maires sont très préoccupés. La difficulté pour nous, mais c'est vrai pour tout chef d'entreprise, c'est les changements incessants de règles. Et je vous donne un exemple. Le repas végétarien. Oui. De repas végétarien. Donc une fois par semaine, ça c'est la loi climat et résilience. Alors, c'est la loi Egalim, au départ, qui parlait d'une expérimentation de 2 ans. La loi climat et résilience n'attend même pas le rendu d'expérience. Et ça, mais c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine industriel, c'est vrai dans tous les domaines. On n'évalue pas l'application d'une loi. Et pour des questions d'affichage, très souvent de bonne conscience, on met en place une disposition obligatoire sans même l'avoir évaluée. Et on nous parle aujourd'hui d'obligations quotidiennes. Donc ça, c'est pas possible. Et en plus, derrière, il y a une espèce d'approche idéologique. Oui. Qu'on propose. On a toujours proposé, depuis les années 60 à Cannes, des repas alternatifs. Ce ne sont pas des critères religieux, si vous voulez, mais c'est un repas alternatif à la viande. Et chacun y trouve son compte. Mais en l'occurrence, l'obligation, elle renvoie à une vision idéologique qui, moi, me dérange beaucoup. Par exemple, sur les maternelles, je ne suis pas spécialiste, mais on a une nutritionniste à la ville de Cannes. Et donc, on contrôle régulièrement les repas. On fait des visites mystères, on va manger dans les écoles, etc. Et il a été démontré que dans les écoles, pour les enfants en très bas âge, dans les crèches, il faut des protéines animales. Qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de palliatif efficace à la protéine animale. Mais ça, quand vous dites ça, vous vous faites lyncher, c'est-à-dire par une minorité, mais une minorité très proactive, pour qui la protéine animale est forcément porteuse, c'est moral, quoi, c'est mal. Vous voyez, et on oublie presque la réalité humaine omnivore qui fait qu'on s'alimente, y compris d'espèces animales. Et comme je l'ai dit récemment à une interlocutrice un peu énervée qui était végane, je lui ai dit, madame, moi je respecte vos positions, mais accepter qu'une scientifique vous dise qu'il faut aussi des protéines animales pour des enfants en très bas âge, et regardez, et beaucoup d'animaux eux-mêmes ne pratiquent pas le véganisme. Non, on va avoir du mal à les y contraindre. Donc, pour revenir à la problématique des maires, pardonnez-moi, la difficulté pour nous, c'est les changements incessants de règles, et on nous donne des objectifs contradictoires, mais c'est vrai dans tous les domaines. Vous pensez par exemple à l'obligation des 50% de produits sous signe de qualité. 50%, alors... à Cannes, on y arrive depuis maintenant 7 ans, puisqu'on est à 60%. Alors, quelle est la notion de produit de qualité ou de produit durable? C'est encore assez aléatoire, mais on est à plus de 60% en la matière. Et parallèlement, on a sur le bio, on est à 35%. L'obligation légale est de 20%. Mais une obligation de bio impérative telle qu'elle est donnée déstructure complètement le marché. Oui. Et on en arrive à des absurdités telles que comme on ne produit pas assez de bio, puisque de mémoire on doit être à 12 ou 13% de la production en bio, je pense, en France. Donc vous en arrivez pour un motif écologique
à déstructurer des filières locales, françaises, à affaiblir nos agriculteurs français et à importer du bio qui est beaucoup moins contrôlé sur sa vertu bio en amont et qui en plus a un bilan carbone détestable. Voilà comment... Un effet pervers. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut rester pragmatique et je pense qu'il faut donner des grands objectifs généraux, mais laisser aux maires aussi de la latitude. Et ensuite, on rendait compte, nos opinions, les maires sont très sensibles à la bonne alimentation, sont très sensibles à l'environnement, vraiment, de tous bords, si vous voulez. Et ensuite, un maire qui n'irait pas dans ce sens-là, il se soumet à sa responsabilité politique. Mais il faut qu'on cesse de toujours vouloir tout encadrer par de la loi ou de la règle ou de la norme. Parce que la complexification, ça peut avoir du bon. Une norme de protection, une norme d'accessibilité, c'est un progrès social, sociétal même, comme on dit de façon pompeuse. Mais en France, c'est vrai dans toutes les grandes organisations mondiales d'ailleurs, mais c'est encore plus vrai lorsqu'on est centralisé, quand vous complexifiez par 2, vous compliquez par 10. Et on renchérit par ? Et on renchérit, c'est à vous de calculer. J'aimerais vous entendre sur un sujet que vous avez un peu brossé là et qui m'intéresse particulièrement, c'est la dimension culturelle et idéologique qu'a pris l'alimentation dans la société française. C'est devenu un sujet de débat sans fin et je voudrais juste vous parler de l'expérience qu'a vécu récemment le candidat communiste à la présidence de la République, Fabien Roussel, qui défend quelque chose avec lequel on peut quand même être assez d'accord, c'est-à-dire l'accès à une viande de qualité pour tous, et qui se retrouve à être nationaliste, à être presque un fasciste, de défendre cette idée de la viande. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que l'alimentation soit à ce point un sujet épidermique sensible ? Alors, c'est un sujet épidémique sensible dans un pays où il n'y a plus de famine. C'est-à-dire que c'est un problème de riches, hein, quoi qu'on en dise quand même. Les gens qui galèrent pour manger, eux, ils ne s'énervent pas sur une déclaration pertinente du candidat communiste en l'occurrence. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Ceux qui s'énervent sont souvent des gens qui n'ont pas de problème d'alimentation. Hein, j'ai vu des pétitions de grands artistes, moi qui venaient au Festival de Cannes, d'une très grande actrice française qui nous disait ne mangez pas de viande le lundi, ce sera un premier début. Mais enfin, de quoi elle se mêle, quoi, si j'ai envie de manger de la viande le lundi, vous comprenez ? Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, moi je viens d'un milieu simple, populaire, avoir accès à de la viande, c'était un marqueur d'émancipation sociale. L'alimentation a toujours été un marqueur social. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc il y a d'une part les idéologues anti-viande. Ce que je peux comprendre, hein, je veux dire, quand on parle de souffrance animale, c'est un vrai sujet. Oui, mais oui, en revanche, de nier la vertu nutritionnelle de l'alimentation animale, c'est à mon avis une erreur scientifique, mais je peux comprendre qu'on soit végétarien, végétalien, enfin objectivement c'est très respectable, voire vegan, il n'y a pas... Mais donc il y a une dimension parfois d'idéologie de conviction. Et puis parallèlement, il y a un peu de snobisme, il y a un peu de marqueur social. C'est-à-dire qu'avant, le plouc, c'était celui qui ne mangeait pas de viande quand il le voulait. Maintenant, le plouc, c'est celui qui mange de la viande. Et l'élite bobo, elle bouffe des graines et des trucs bizarres. Voilà. Et on le voit bien, on est tous un peu comme ça aussi, quoi. Il suffit d'aller déjeuner dans une brasserie à Paris pour le constater. Donc c'est aussi des marqueurs sociaux. Il y a à la fois parfois de l'idéologie, et il y a parfois inconsciemment une sorte de snobisme. Voilà, un poids social autour de la nourriture, un poids social. Ouais, est-ce que, si je résume ce qu'on vient de se dire là par un peu plus de simplicité, un peu moins de normes, un peu plus de liberté et un peu plus de bon sens. Et de transparence, on rend des comptes. Il faut rendre des comptes. Voilà ce que l'on sert dans nos cantines, voilà le prix de revient, voilà ce qu'on mutualise sur le contribuable à ce qui est payé par l'usager, donc par les familles. Moi, je sais que sur ma commune de Cannes, donc on facture sur le primaire, hein, donc 3,20 € le repas, et c'est entrée, plat, dessert. Je le répète, c'est vraiment très équilibré. Il y a des fruits frais, c'est toujours des fruits de saison, et chaque semaine, on fait une thématique sur un fruit ou un légume de saison. Mais ça coûte à la collectivité le double, 6,50. Donc on mutualise dans le budget général la moitié du coût. C'est un rôle social. Oui, comme sur le transport, si vous voulez. Moi, on est une autorité de transport qui a encore un ticket. Moi, j'y tiens à ce qu'on paye le ticket. Ensuite, il faut des tarifs sociaux pour les personnes en difficulté, évidemment, ou même des gratuités pour certaines catégories, mais qu'on garde le lien de financier et ensuite qu'on mutualise une part. C'est un mixte entre la responsabilité individuelle et la solidarité collective. Ça s'appelle la civilisation élaborée, quoi. Merci beaucoup David Lisnard pour cet échange. Vite, en fait. Mais oui, ça passe vite autour des cantines scolaires. C'est intéressant de voir ce que vous faites à Cannes, notamment les écoles de maraîchage. J'invite les gens qui s'intéressent à ce sujet à aller voir ce que vous faites. J'aurais aimé en parler parce que c'est vraiment sur 1000 mètres carrés.
On est en train d'essayer de démontrer par une vieille méthode qui s'appelle la French Method, donc, qui est surtout en anglais, comme vous voyez, et qu'on peut sortir un revenu entre 2400 et 3000 euros par personne par mois sur 1000 mètres carrés, et c'est de la pratique ultra intensive urbaine. Mais, technologique. Et technologique, parce qu'on s'est associé, on a créé une filière agritech, et on a une start-up qui s'appelle Mycophyto, et qui, par des micro-champignons, permet de renforcer la résistance des plantes à la sécheresse et autres, donc de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires qui peuvent poser des difficultés et d'avoir des très bons rendements. Ce n'est pas un gros mot que le rendement. Si on veut du revenu, il faut du rendement, à moins d'être dans la pampa avec des milliers d'hectares. Ça c'est du biocontrôle. C'est un monde absolument fascinant, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie vraiment, David Lisnard, d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous. Merci.